Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Merci à Wali Ahamadou pour le premier volet donc de Audi Actu numéro 3 de la semaine et de cette nouvelle année. Alors, comme je l'annonçais dès l'entame de cette édition, notre invité de ce matin nous vient de la coalition des 14 partis de l'opposition. Il s'agit du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. C'est le professeur Aimé Tchaboué-Gogué qui est déjà avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté être chez C'est nous. toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous et aussi les auditeurs de Radio Victoire. Oui, voilà, et je sais bien que vous avez certainement un mois placé en guide vœux. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes au début de l'année, comme la tradition l'exige, et c'est avec plaisir d'ailleurs que je présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année pour les Togolais, pour les auditeurs de Radio Victoire, et surtout, j'espère que la population est bien préparé pour s'engager dans cette nouvelle phase de lutte pour la libération du Togo. Alors, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, nous avons invité, pourquoi vous appelez encore à manifester, on en parle tout à l'heure, mais hier, c'était la prise de fonction des 91 députés élus le 20 décembre dernier. Nous avons cherché en vain, et on dirait de bonne guerre, les députés des partis membres de la C14, hier à l'Assemblée nationale, mais paraît-il que vous regrettez de n'être plus député à l'Assemblée nationale, professeur? Non, c'est une décision que nous avons prise en âme et conscience. Nous avons décidé de ne pas participer aux élections, et quand vous n'allez pas aux élections, vous ne pouvez pas être député. Non, parce que nous avons trouvé que c'était similaire, que c'est une tragédie, une catastrophe, comme dirait l'autre national, ce qui s'est passé le 20 décembre dernier. Donc nous sommes sereins. Bon, nous n'avons pas été invités, et pour nous, c'était un fait, une non-réalité. C'est quelque chose qui est un fait divers, quoi, pour nous. Nous ne regrettons absolument pas du tout de ne pas avoir été aux élections. Nous ne regrettons pas du tout de ne pas avoir été, de ne pas plus être député après ces simulacres d'élections. Au niveau de ADI ou bien au niveau de tous les partis de la C14? Au niveau d'ADI, c'est très sûr. Au niveau des députés de la coalition, des partis membres de la coalition de la C14 qui avaient des députés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le même sentiment que nous avons. Mais quand même, chez vous, dans votre fief, au niveau de Dapango, notamment à Tandjouaré, c'est une liste des indépendants qui a raflé les 2 sièges. Et vous ne pensez est-ce que vous parlez de rafler comme si c'est des élections mais c'est catastrophique ce qui s'est passé. Moi, j'y étais le week-end dernier. J'ai été très agréablement surpris par le fait que le taux de participation était très faible. On n'aurait pas souhaité ça pour le pays. Perdre du temps en dépensant énormément d'argent pour faire quelque chose qui ne donne rien. Vous voyez, le fait que vous parlez de rafler comme si c'était des élections qu'on a faites, mais c'était des distributions de postes et puis des nominations de députés. Nous ne regrettons pas du tout. Nous allons continuer notre travail de terrain. Donc, selon vous, ce n'était pas une élection organisée en bonne et due forme? Bien sûr, bien sûr. Vous parlez de nomination? Bien sûr, c'est du n'importe quoi. Non, ce qui s'est passé, enfin, on ne regrette pas, mais la seule chose que je regrette, c'est que le pays soit descendu aussi bas. Que des gens qui disent qu'ils veulent gouverner le pays, qui pensent l'intérêt du pays, qui pensent au bien-être de la population, se permettent d'organiser des choses comme ça, c'est quand même totalement regrettable en ce début du 21e siècle. En 2018, c'est quand même totalement regrettable que ce soit passé. Nous ne regrettons pas du tout. Ce que nous regrettons que le pays ait dépensé des ressources, que le pays que la lutte que nous avons menée depuis août 2017, que ça a donné cela. Ça, nous le regrettons. De toutes les façons, la CENI dit 59,25% de taux de participation. Et le ministre Barra, chez nos confrères de Focus Info, dit quand même que le peuple a su départager. Le peuple quel peuple a su départager? Vous savez, quand moi j'étais à Lomé, le fait que le taux de participation était très faible à Lomé, on se posait des questions si c'est notre appel qui a amené la population à ne pas aller aux élections. On s'est dit peut-être parce que le ministre de la Sécurité ils ont déployé un nombre inconsidérable de moyens de sécurité, d'intimidation. Peut-être que ça effraie des gens à ne pas aller voter.
ce qui expliquerait le faible taux de participation. Mais lorsque je suis parti à l'intérieur du pays, j'ai été totalement surpris que même là où il n'y avait pas de militaires, là où il n'y avait pas de policiers, les gens n'étaient pas partis aux élections. Donc, c'est pas nécessairement... Il y avait un autre mode d'ordre, mais en fait, la conscientisation de la population, ce qui se passait, c'était du théâtre. Oui, mais quand même, ceux qui vont siéger maintenant vont parler en votre nom. Parler à mon nom, oui. c'est très prétentieux de leur part. Parce que lorsque vous êtes élu avec moins de 10 ou 15% de la population, vous prétendez parler à mon nom, quand même, je trouve que c'est très osé. C'est très osé. Ouais. De toute façon, une nouvelle page est ainsi tournée, car très bientôt, les réformes constitutionnelles et institutionnelles vont être opérées comme l'a martelé, vous l'avez écouté tout à l'heure, le doyen d'âge, le député André Johnson de l'Union des forces de changement. Les choses vont aller très vite sans la C14. Vous avez laissé et d'autres ont pris. Ça m'amuse. Non, vous voyez, si André Johnson, que je connais très bien, que j'apprécie, je crois que peut-être nous avons fait un peu le lycée ensemble, que je connais très bien, et s'il pense que c'est avec cette assemblée qu'ils vont faire une réforme, des réformes qui répondent aux préoccupations des populations, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup qu'on soit dans cette situation. Si j'ai entendu la députée de UNIF dire aussi qu'ils sont là pour faire quoi, mettre en œuvre, appliquer la volonté du président de la République, c'est excessivement grave pour un représentant du peuple. C'est très, pour implémenter les aspirations du président, oui. C'est grave parce que nous avons un mandat, un député, bon je ne suis plus député, un mandat non impératif. Une fois élu, il ne répond pas aux préoccupations, aux desiderata d'un quelconque personne, fût-il président de la République. Il doit représenter l'intérêt de la population nationale. C'est pour ça que nous sommes élus, nous sommes des représentants, les députés sont des représentants de la population. Donc, il doit tenir compte de ça. S'il dit que c'est pour implémenter la volonté du président de la République, c'est très grave. Ah bon? Oui, non, c'est grave. C'est grave parce que... Oui, mais quand même, le chef de l'État, à un moment donné, a quand même nourri l'ambition que les réformes soient opérées. Peut-être oui, mais dans un sens donné. Oui, dans le sens... Mais pourquoi les réformes n'ont pas été accomplies jusqu'à présent? Parce qu'il pense lui-même que ça doit être effectué dans un sens donné qui ne répond pas aux préoccupations des Togolais. C'est pourquoi nous, députés de l'opposition, nous n'avons pas voté pour le projet de loi que le gouvernement avait soumis à l'Assemblée nationale. Donc, si je vous comprends très bien, cette Assemblée ne vous inspire toujours pas confiance? Pas du tout. Entre-temps, la coordinatrice avait dit que la C4, la coalition ne reconnaît pas cette nouvelle Assemblée. Bien sûr, ça ne nous inspire pas du tout confiance, du tout. Du tout dans la mesure où, d'abord, la légitimité de cette Assemblée nationale est d'actualité, dans la mesure où le taux de participation était faible. C'est vrai que notre constitution ne prévoit pas qu'il faut un minimum un seuil précis. Voilà, précis. Mais il faut s'interroger sur ce qui s'est passé. Parce que si vous êtes élu avec moins, supposons qu'on aille jusqu'à 20%, avec moins 20% de la population, vous devez vous interroger sur votre représentativité. Ça, ce sont vos chiffres au niveau de la C14. Ce ne sont pas nos chiffres. Même les radios internationales. Est-ce que vous avez entendu la communauté internationale dit quelque chose sur ces élections? C'est la CEDEAO seule qui a approuvé. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un? La CEDEAO a parlé. Oui, c'est la CEDEAO seule. Oui, il y a l'Union africaine qui a parlé. Le Conseil même de l'Union africaine, si vous avez su, oui, mais vous voyez ce qu'ils ont parlé. Même si vous suivez l'Union africaine, vous verrez qu'il y a des sous-entendus. L'Union africaine, mais si vous prenez la CEDEAO, l'accord de l'entente, vous savez ce qu'ils nous ont fait. Je préfère ne plus parler de la CEDEAO, s'il vous plaît. Vous préférez ne plus parler de la CEDEAO? Non, c'est un cauchemar. Que des responsables politiques aient été élus par des populations qui se comportent comme ils l'ont fait, c'est dangereux pour l'Afrique. Dangereux pour l'Afrique? Ah oui, c'est très dangereux, c'est grave. Autrement dit, mais vous avez été déçu? J'ai été très déçu. Personnellement, j'ai été très déçu. Mais pourtant, vous avez placé, on dirait, votre confiance, mis votre confiance en cette CEDEAO. Mais vous pouvez mettre une confiance en quelqu'un qui vous déçoit. C'est pas possible. vous ne vous reprochez rien? Bon, par rapport à l'attitude que la CEDEAO a adoptée. Nous sommes des êtres humains. Il est possible que nous il est possible que nous pas que c'est possible, c'est réel que nous aurons commis des erreurs. Ça c'est vrai. Je ne peux pas, nous sommes des êtres humains. Un être humain qui dit qu'il n'a jamais commis d'erreur, et il peut mourir, parce qu'il atteint la perfection, il peut mourir. C'est sûr que nous avons commis des erreurs. Mais dire que la CEDEAO a fait du bon travail, ça vraiment, je suis loin de le dire.
et tous les chefs d'État unanimement lors de la réunion du 22 décembre, Oui, personne n'a levé son félicité. petit doigt, mais ils ont plutôt félicité. Vous pensez Non, que... mais je crois que c'est une faute. C'est des êtres humains comme moi. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur. C'est tout. Mais finalement, ils n'ont pas pu résoudre la crise togolaise. Bon, j'espère que pour nous, c'est totalement... Ils sont passés à côté de la plaque. Nous avons voulu des réformes. Les réformes n'ont pas été effectuées. Avant les élections, ils ont organisé des élections non inclusives. Où est-ce que la crise a été résolue? Il n'y a pas de réforme. Les élections... Tipi Achadam disait tout à l'heure que la crise reste entière et Même intacte. pire, il a été généreux. Ça s'est renforcé. Ça, c'est la crise. Mais faites un tour dans le pays, la crise s'est renforcée. Oui, mais quand même, c'est du côté vrai du gouvernement, pour le gouvernement, la crise est déjà derrière nous. Non, c'est derrière. Bon, on va voir ce qui va se passer. Non, c'est totalement. Personnellement, vous savez, moi j'ai beaucoup lutté pour le dialogue, pour travailler avec la CEDEAO, malgré ce qu'ils nous ont fait. Mais évidemment, on ne peut pas dire qu'on avait confiance à 100%, mais on a tout fait pour que la coalition accepte. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce que la CEDEAO a fait, ce n'est pas bon du tout. Oui, qu'est-ce que la CEDEAO vous a dit au niveau de Conakry? Au niveau de Conakry, c'est très clair. Finalement, Non, les c'est chefs très d'État ont clair. changé de veste, si on peut le dire ainsi. Ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Lorsque nous avons vu le président guinéen, il y avait certains problèmes, notamment le problème des 8 membres de nos 8 membres De la C14. de la CENI, dans la CENI, plus la présidente de la CENI, plus le recensement électoral, etc. Je crois que c'est le point important. Pour les 8 membres, et puis les réformes, effectivement les réformes. Pour les 8 membres de la CENI, bon, vous vous rappelez, Ils vous ont aidé, et l'Union des forces de changement ils ont compris notre position, qui ne faisait pas de doute. Point. C'est lui-même qui nous a dit qu'au niveau des facilitations, il s'était d'accord pour que le président soit un non-togolais. Bon, nous avons voulu, président Alpha Condé. le président Alpha Condé. Nous avons dit, bon, quelqu'un de neutre, ça pouvait être un Togolais, mais quelqu'un de consensuel. Bon, il a dit un non-Togolais, bon, ok. Et ça, c'est pour la présidente. Pour le recensement, effectivement, il nous a dit que, bon, quand on négocie, ce qui est vrai, on peut perdre quelque chose et puis on peut gagner, etc. Ou bien gagner à 50, 60%, 70%. Bon. Mais nous, on a voulu qu'on reprenne. Tout le processus. Tout le processus, parce que l'organe qui contrôlait, qui supervisait le recensement n'était pas inclusif. Vous voyez, ce n'est pas parce que nos gens ne sont pas dedans seulement qui est important. Parce que la répartition des kits, si nous ne sommes pas là, les gens ont concentré les kits dans les zones favorables à unir, et dans les zones non favorables à unir, il n'y avait pas beaucoup de kits, ou bien les kits ne fonctionnaient pas bien. Comment voulez-vous faire un recensement dans ces conditions? C'est pourquoi nous avons dit il faut reprendre le processus. On aurait pu discuter. Non, c'est vrai. Parce qu'on peut pas. Ils ont sorti et que ça a coûté des milliards. J'ai dit, mais lorsque tu fais quelque chose, on te dit que ça n'est pas bon, tu dépenses pour faire ça. C'est toi le responsable ou quoi? En principe, dans un pays, quand vous faites quelque chose, si vous êtes dans une entreprise, vous posez une action qui coûte cher, c'est à vous de payer. Vous n'allez pas dire à l'entreprise de payer, vous êtes le responsable. Nous avons dit que le recensement qu'ils allaient effectuer n'était pas bien. Ils ont fait, mais ils ne peuvent pas nous sortir après le coup. Et ça, nous l'avons dit. Ah oui, dès lors que ça engage tout l'État. Ça engage tout l'État. Mais si vous êtes responsable d'un acte qu'on vous dit que ce n'est pas bon, mais il faut arriver à un moment que les vrais responsables soient, les acteurs soient responsables de leurs actes. Même ce problème de recensement, nous avons dit déjà au comité de suivi que nous dire d'amener nos 8 membres le 30 septembre et commencer le recensement le 1er octobre, je ne sais pas, n'était pas défendable. Parce qu'il fallait former nos membres. Finalement, vous étiez sous pression, on dirait? On n'était pas sous pression, nous avons dit ce que nous voulons. Ouais. Nous avons dit ce que nous avons avancé nos arguments. Vous dites d'amener nos gens au plus tard le 30 septembre. Nous disons, mais commencer le recensement le 1er octobre. Nous disons, une fois qu'on a amené les gens, il faut les CELI, il faut les voir, il faut les CLC, il faut former ces gens. Vous allez les former la nuit? Alors, quand même,
Non, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé, ben sachez que nous ne sommes pas satisfaits et les Togolais vont en tirer les conséquences. Vous n'êtes pas satisfait, les Togolais vont en tirer les conséquences. Mais je voudrais faire quand même un petit détour pour revenir à l'Assemblée nationale. Oui. Hier, quand on était là à l'Assemblée nationale, on a constaté que la nouvelle Assemblée, disons la nouvelle bâtisse, semble être exiguë déjà. Or, c'est un immeuble flambant neuf. Ah ouais. Professeur Gogué, vous étiez député à l'Assemblée nationale quand on avait construit cette nouvelle Assemblée. Comment se fait-il que la population togolaise croit? Nous ne sommes plus en 1950, or, nous sommes en 2018 et aujourd'hui c'est 2019. Et maintenant, hier c'était 162 places assises et puis quelques-unes, 40, etc., etc. Et beaucoup de monde hier. Mais vous le voyez, il y a beaucoup de choses à l'extérieur. Il y a c'est très grave parce que vous n'avez pas constaté, lorsque les députés sont assis, lorsque quelqu'un veut se lever, tout le monde est obligé de se lever. Oui, les autres sont obligés de se lever pour lui permettre de... Il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Deuxième chose, lorsque le gouvernement vient pour exposer, les membres du gouvernement viennent pour exposer le projet de loi ou bien quelque chose, mais ils sont assis avec les députés. Ils n'ont pas de place d'estrade où ils s'assoient devant nous pour répondre aux questions. Non, ils sont assis avec nous, en place. Donc, vraiment, c'est totalement conçu. Malheureusement, les députés, au début, n'ont pas été associés au plan. Vous n'avez pas été associé? Non, pas du tout. C'est après que, je crois, le président a fait des efforts, le président de la Ramadan a fait des efforts pour qu'il y ait des petites modifications, mais la structure initiale, la structure était déjà faite. Et l'architecte qui a fait le travail, il a bien accompli son rôle. En mais 2018, selon cet homme d'échange, on construit une nouvelle assemblée. Du moins, ce palais des congrès, je crois, construit dans les années 70. Et mais aujourd'hui, a encore de l'espace pour servir les populations. Bien sûr. Et maintenant, en 2017, on construit une nouvelle bâtisse. Et puis finalement, 2018, oui, 2018 on n'a pas été associés. Malheureusement, je ne sais pas comment ça s'est fait. Peut-être nous, on n'était pas députés, mais le bureau de l'Assemblée n'était pas associé tellement. Oui, c'est à la fin qu'ils ont essayé de rattraper. Ils n'ont pas pensé à l'avenir avant de faire le truc. Bon. Mais pourquoi vous étiez resté silencieux ou bien muet par rapport à cette situation? Ou bien vous ne l'avez pas constaté vous-même? Non, on l'a constaté. Mais c'est ce que je vous dis. Peut-être la chose a été conçue. Vous savez, le plan remonte plus loin que notre législature. Mais le président de l'Assemblée nationale, une fois qu'il a constaté la non-fonctionnalité, est intervenu pour qu'il y ait quelques modifications, mais le mal était déjà fait. Ouais. Et donc, c'est comme ça, vous allez... bon, disons, les députés vont évoluer dans ces cadres très exigus. On ne sait pas s'il y a l'architecte qui pourra modifier quelque chose. Peut-être, mais effectivement, comme vous le dites, ce n'est pas bien fonctionnel. D'accord. Alors, professeur Aimé Gogué, la coalition des 14 partis de l'opposition appelle les Togolais à une nouvelle manifestation le samedi prochain. Dites-nous, pourquoi vous appelez encore les Togolais à marcher? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qui s'est passé? Ils ne sont pas satisfaits. C'est ça la raison? C'est la raison, et surtout que nous n'avons rien obtenu. Nous n'avons pas encore abouti à la conclusion de la lutte. Vous voyez, nous avons, comme je vous l'ai dit, dès le début, nous avons posé des problèmes, mais pas dès le début, pas en août. Depuis longtemps, nous avons toujours dit qu'il faut les réformes. Nous n'avons pas obtenu ces réformes. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas obtenu ces réformes, aussi longtemps que les élections n'ont pas, comme nous l'avons toujours dit, que les élections ne nous permettent pas de résoudre le problème togolais, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons continuer à lutter pour que ces réformes soient une réalité. Et donc, précisément, les réformes, c'est ce que vous allez revendiquer à travers cette manifestation? Comment ça va être opéré? Dans la rue ou bien comment? Non, les réformes ne peuvent pas nécessairement être obtenues dans la rue, mais les réformes, les manifestations peuvent créer des conditions pour que les réformes puissent se faire. Comment ça va créer des conditions? Ça peut créer des conditions. Les conditions, bon, vous savez, les réformes, les manifestations d'août, octobre, novembre dernier et 2017 ont créé des conditions pour qu'il y ait un processus de discussion pour amener aux réformes. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Nous devons reprendre. Vous devez reprendre. Oui. Oui. Est-ce que ce ne serait pas assimilable à une sorte de provocation? Provocation dans quel sens? Et peut-être que voilà, les élections ont été déjà... non, ne lui parlez pas d'élections. Le 20 décembre, ce n'était pas des élections. On ne peut pas... Un Togolais qui dit accepter ces élections, c'est grave. Mais j'ai entendu, j'ai lu une partie des interventions de Bahora. Je trouve totalement regrettable.
qu'un ministre de la République puisse parler ainsi. Il n'est pas un ordinaire militant d'UNIR. Il a parlé comme un militant d'UNIR. Or, c'est un responsable de ce pays qu'on doit respecter. Un ministre qui parle ainsi, c'est grave pour la République. C'est totalement regrettable. C'est inadmissible. Vous êtes un représentant, un responsable, un gouvernant. Vous devez respecter tout le monde. Vous ne devez pas parler ainsi. Les élections ne sont pas une élection. Lorsque c'est dans le... Je ne vois pas dans quel pays, en Afrique d'ailleurs, que ce taux de participation ait été aussi bas. Alors, ça doit nous faire tous réfléchir. On ne doit pas faire des interventions pour contenter ses militants, sa base politique. Ce n'est pas bon pour un pays qui se veut, qui traverse une crise, qui est en difficulté. On doit penser à tous les Togolais, surtout lorsqu'on est un responsable politique. On peut faire ses discours devant ses militants. Bon, je suis d'accord. Mais lorsqu'on veut parler à la nation, même devant ses militants, on doit faire attention. Et le ministre Bara et la C14, vous étiez tous deux parties prenantes au dialogue. Oui, mais ce n'est pas un dialogue qui a eu lieu. Il y a eu aussi un rapport de force entre vous deux. Ce n'est pas un dialogue on ne peut pas appeler, même ce qui s'est passé, on ne peut pas appeler ça dialogue. Peut-être c'est une ou deux fois où on s'est rencontrés ensemble avec les facilitateurs. Mais les autres fois, c'est pas un dialogue. Depuis février 2019 jusqu'à décembre. Février 2017 et 18. Oui. Depuis février 2018 jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. Non, non, ce qui s'est passé, c'est totalement peu orthodoxe. Ah oui, mais nous ne devons pas. Mais l'important, c'est à savoir, nous ne pouvons pas laisser ce gouvernement fonctionner et continuer dans le même sens. Voilà que le gouvernement a dit la première priorité au niveau de la nouvelle Assemblée nationale doit être les réformes. Jerry Tama l'a martelé aussi en disant, dans une interview qu'il a accordée à Victoire FM, que d'ici fin mars, plaise à Dieu, ça sera fait. Hier, le doyen d'âge l'a aussi dit, il faut que cette paille soit vite tournée. Et vous pensez que c'est au niveau de la rue que vous allez, toutes les énergies convergent vers ces réformes? Non, nous n'avons pas dit, nous sommes totalement d'accord que même si on dit demain les réformes, il faut faire les réformes, on va applaudir. Mais de quel type de réforme il s'agit? Nous ne pouvons pas admettre qu'on nous amène, qu'on dise que la loi qu'ils avaient soumise je ne sais plus si c'est en novembre ou en décembre, que ce soit adopté, qu'on nous dise qu'on a fait les réformes. On ne peut pas admettre ça. Parce que ce ne sont pas les réformes que les Togolais cherchent. Donc, mettons-nous dans le schéma selon lequel on adopte les réformes, ou bien on fait les réformes, et on dit limitation de mandat, 5 ans, renouvelable une seule fois, et puis scrutin, une nominale majoritaire à 2 tours. Ça ne vous satisfait pas? Non, si c'est l'avant-projet, ce qui est contenu dans l'avant-projet du professeur sénégalais, on va applaudir. Même s'il y a des points où nous ne sommes pas satisfaits, mais parce que au moins c'est un arbitre qui a mené quelque chose. Mais si c'est l'avant-projet de loi que le gouvernement a amené, je ne me rappelle plus la date, que nous avons rejeté à l'Assemblée nationale, nous ne serons pas satisfaits. Et dans ce cas, qu'allez-vous faire? Nous allons continuer à protester. Vous savez, les gens pensent que les manifestations ne font rien. Mais lorsque nous avons commencé les manifestations en août 2017, vous voyez ce que ça peut donner. Mais avec l'élection, les résultats, ou bien le comportement des Togolais le 10 décembre et le 20 décembre 2018, nous espérons que cela peut faire comprendre au gouvernement qu'il faut prendre en compte les préoccupations des Togolais. Est-ce que la C14 tient encore à la fameuse formule en aucun cas, qui a été améliorée un peu par le Sénégalais? Nous tenons compte. Nous sommes... Vous maintenez nous maintenons cela. Nous maintenons cela, c'est le minimum qu'on puisse nous demander. Mais si l'acte apposé par la nouvelle Assemblée nationale n'est pas ou ne prend pas en compte nous ne serons pas satisfaits. Oui, mais ce serait légal. Mais c'est bien légal, mais la légalité ne dit pas que nous sommes satisfaits. Nous allons continuer à lutter contre cela. Et dès que nous aurons l'occasion, on va mettre ça. Autrement dit, vous ne voudrez plus de Faure Gnassingbé comme candidat en 2020, c'est ça? Je ne suis pas le seul, la C14 n'est pas la seule, beaucoup de Togolais sont pour ça. Donc, comme nous pensons représenter la population, nous ne voulons pas que Faure Gnassingbé soit candidat en 2020. Mais la loi n'est pas rétroactive. On ne parle pas de ces questions morales.
C'est question de moralité. C'est pas question de... Moi, j'ai toujours dit, c'est pas question rétroactive, non rétroactive. Mais nous devons respecter ce que la population veut. Et c'est ça qui se fait dans la sous-région. Nous disons que 2020, c'est suffisant. 2020, c'est suffisant? C'est suffisant. S'il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire depuis 15 ans, ça suffit. Laissons quelqu'un d'autre venir essayer. Et on va voir. Si la personne ne fait pas bien au cours de 5 ans, on le renvoie. Si 5 ans, s'il fait bien, on lui donne 5 ans supplémentaires. S'il fait 10 ans, c'est bon. Mais quel que ce soit bon ou non, il part et notre vient. C'est ça que nous voulons pour le Togo. Et cela se passe dans tous les autres pays de la sous-région. Je ne vois pas pourquoi le Togo devrait demeurer indéfiniment un pays particulier. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité de gagner Faure Gnassingbé dans les urnes si il se présente? Mais pourquoi voulez-vous compliquer les choses? Pourquoi voulez-vous faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Pourquoi? Pour quelle raison? Il est possible que si les conditions, pas possible, c'est certain, si les conditions électorales sont correctes, il va être battu. Il va être battu. Ce qui s'est passé le 20 décembre, c'est un référendum pour son régime. Il devait en tirer les conséquences. Professeur Tchaboré Aimé Gogué, c'est le président national de ADI qui est notre invité de ce matin au nom de la C14. Il parle. Est-ce que les formalités sont déjà remplies par rapport à la manifestation? Nous avons déposé la lettre d'information déjà. Déjà fait? Ah oui, au niveau du ministère? Oui. Est-ce que le plus souvent, ils tiennent des réunions avec... On aura ça. Bon, la réunion n'a pas encore eu lieu, mais probablement ça va avoir lieu dans la journée. Dans la journée. Et maintenant, est-ce que c'est une marche à Lomé seul ou bien c'est où? Nous avons dit à toute la population, où qu'elle soit, de se manifester. De manifester. Quel que soit le lieu. Partout, à travers le pays? Oui, mais on n'a pas assez de forces de l'ordre pour les encadrer. Est-ce que nos manifestations ont été à un moment donné violentes? Rien. Nos manifestations sont non violentes. Donc, s'ils n'ont pas de force de l'ordre, ils n'ont qu'à laisser les gens faire. Les gens, nous-mêmes, nous avons notre encadrement de force de l'ordre. Je crois que c'est lorsqu'ils sont là même, parfois, qu'il y a du désordre. Donc, c'est un argument qui n'a pas de sens. Disons, nos manifestations. Il faut reconnaître que les Togolais sont de nature non violente. Nos manifestations sont toujours non violentes. Donc je ne pense pas qu'il faut se préoccuper de cette affaire, absence de insuffisance de forces de l'ordre pour encadrer les manifestations. Qu'ils amènent 1000, 2000 policiers militaires ici, armés jusqu'aux dents pour encadrer. C'est ça l'encadrement des manifestations. Et je regrette beaucoup, nos policiers les gendarmes sont bien formés pour le maintien de forces de l'ordre, mais ils n'appliquent totalement rien de ça. On n'a pas besoin de tout ce monde qui sort avec des camions, des chars pour des manifestations pacifiques de l'opposition togolaise. C'est juste des forces, plutôt des forces d'intimidation que d'encadrement. C'est pour faire quoi? Dissuader toutes sortes de débordements. Toutes sortes de débordements avec des armes, des chars? Ça, c'est ça? Non, ça n'a pas de sens. C'est plutôt pour intimider les gens pour qu'ils ne sortent pas. Et ça, je trouve que c'est très mauvais pour un gouvernement, dans la mesure où vous avez besoin de connaître le sentiment de la population pour gouverner. Mais lorsque vous réprimez, vous faites des répressions pour que les gens ne puissent pas manifester, vous n'avez pas le sentiment populaire. C'est comme chez vous, si vous avez un enfant, vous ne le laissez pas s'exprimer, vous ne savez pas les préoccupations de l'enfant, vous ne pouvez pas nécessairement répondre aux préoccupations de l'enfant. Donc c'est très dangereux ce qu'ils font. Professeur Tchaboré Gogué, est-ce que vous vous attendiez au message du chef de l'État de la Saint-Sylvestre? C'est un non-événement, puisque s'il devait faire des messages de vœux, ça fait depuis longtemps. Ça fait quoi? Aujourd'hui, nous sommes le 9. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, donc c'est passé. Et maintenant, lieu place, il a procédé plutôt à la libération de 454 détenus. Bon, j'ai lu, il semble que dans certains cas, c'est des gens dont le temps d'emprisonnement était déjà passé, ou bien restait 1 mois, restait 2 mois, etc. Les détenus politiques que nous avons, personne n'a été touché, etc. Donc, ce sont des détenus de droit commun. De droit commun, oui. Et comme je le dis, il y a des gens qui, la peine était déjà finie, ou bien restait quelques jours, quelques semaines. Donc je ne vois pas la sincérité de cet acte. Ah bon? Ah oui, je ne vois pas. Certains disent c'est limité. Oui, certains, il leur reste encore plusieurs mois à passer, ils sont à la moitié de leur peine. Et voilà, on les libère. Il y a beaucoup qui ont été libérés parce qu'il reste quelques jours. Ouais.
Non, oui, c'est de vérifier. Ça ne vous a pas satisfait? Bon, c'est quand même quelque chose pour la famille, pour les gens. Mais disons que ce n'est pas aussi important qu'on l'aurait espéré. Mais beaucoup de chefs d'État le font. Oui, ils le font toujours. Oui, et voilà, mais c'est plus significatif, c'est des actes significatifs qu'on pose. Mais là, c'est marginal. Pourquoi dites-vous que c'est marginal? Marginal, comme je vous le dis, des gens ont purgé pratiquement la totalité de leur peine. Pour certains, rester quelques jours, semaines ou un mois. Bon, je ne pense pas qu'on doit monter ça comme un trophée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestants, disons militants de l'opposition, notamment de la C14, qui sont encore en prison. Oui. Qu'est-ce que la coalition fait vis-à-vis du gouvernement par rapport à ces détenus qui, disons, à ces Togolais qui croupissent toujours en prison? Non, c'est de ça que je parle. Bon, disons, c'est fortement regrettable qu'il n'ait pas été touché. Bon, je ne sais même pas par mesure de la grâce présidentielle. Il n'en avait pas besoin nécessairement parce qu'il y a beaucoup qui sont là qui n'ont rien fait. Dans un pays où le droit de manifester est autorisé, je ne vois pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont là parce que simplement ils ont manifesté. Il y a des réfugiés, c'est parce qu'ils ont manifesté. Il y a des gens qui ont quitté leur village, qui sont dans la brousse uniquement parce qu'ils ont manifesté. Est-ce qu'on a besoin de grâce présidentielle pour ça? Non. Deuxième chose, il y a des gens d'UNIR qui ont commis des crimes dans ce pays. Lors de ces manifestations, nous nous rappelons des milices d'octobre 2017 qui sont libres comme le vent. Ils méritent leur place et la prison. Il y a des militaires, des agents de force de l'ordre qui ont tabassé, qui ont tué des gens dans ce pays lors des manifestations depuis août 2019. Ils sont libres. Est-ce que il y a eu des bavures en décembre, le 8 décembre dernier. C'est ça. Oui, bavures, c'est excessif. Ça là, c'est très très grave. J'ai fait un article sur ça. C'est très grave. En fait, même les associations de droits de l'homme, ou bien nous-mêmes, on y travaille parce que c'est totalement inadmissible qu'un chef d'état-major, quelle que soit la raison, se retrouve sur un lieu de manifestation publique. C'est totalement inadmissible. Et maintenant, avoir un fusil... Oui, mais ce n'était pas la première fois. Le ministre de la Sécurité l'a dit qu'il le fait. Il n'a pas le droit de le faire parce qu'il n'a pas le droit du tout. Mais parce pour aller constater que non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas son travail, ça. Mais pourquoi dites-vous cela? Non, c'est le travail de la gendarmerie, de la police. Même si on envoie des militaires sur les lieux d'encadrement des manifestations, ils se mettent sous les ordres d'un élu ou bien du commissaire de la police. Pas lui-même. Il n'a pas sa place là-bas du tout. Ça veut dire que c'est le militaire, le chef d'état-major, qui s'occupe des manifestations dans un pays. Mais c'est indicible. Demandez à un policier, un gendarme, un militaire, vous l'expliqueront. Ça là ne se fait nulle part au monde, sauf au Togo, évidemment. Nous allons marquer la pause, madame, messieurs, et on revient après cette pause commerciale. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, professeur Aimé Tchabouré-Gogué. Et nous sommes en train de parler de l'importance et de l'utilité de la marche que projette encore la coalition des 14, même après cette élection dont les députés ont déjà effectué, pour laquelle les députés ont déjà effectué leur rentrée parlementaire, s'il faut le dire ainsi. Alors, professeur, vous avez mentionné également sur la lettre que vous avez envoyée au ministre dans une portion, disons un volet, j'ai vu que vous vous exigez la libération des prisonniers politiques, le retour des réfugiés, la levée de l'état de siège de fait dans certaines villes à l'intérieur du pays et également dans certains quartiers de Lomé, mais vous avez exigé aussi le retour de Salifou Tchiki à Tchadam. Non, c'est évident que ça fait partie des mesures d'apaisement. Bon, c'est pourquoi le dialogue, je vous dis que le dialogue n'a pas abouti, n'a rien obtenu. Parce qu'en principe, pour nous, ces mesures devaient être prises avant même qu'on ne commence quelques processus de dialogue. Et donc, c'est pour que tout ce que vous avez énuméré là, c'était des revendications depuis longtemps. Bon, maintenant, le cas de Tchadam, c'est normal que nous continuions à revendiquer son retour. Au moins qu'on crée des conditions pour qu'il puisse revenir. Mais si maintenant lui-même ne veut pas revenir, c'est autre chose. Mais il ne doit pas se sentir menacé. Je suis totalement surpris lorsque j'entends des ministres, Bahora notamment, ou bien d'autres, dire que non, qu'il y a la sécurité, il peut revenir. Vous vous rappelez du 1er mai 2018 ? Lorsque le gouvernement était à la place de l'indépendance, vous vous rappelez, et les Togo Debout bien
des syndicalistes étaient venus habillés en noir. Vous vous rappelez? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dispersés. Ils ont fui. Pas fui, mais ils ont disparu pour aller où? Ils ont fui. Non, ils n'avaient pas fui. Et s'ils sont revenus après? Ils ont fui les lieux. Mais je ne comprends pas. Lorsqu'ils parlent, ils ne savent pas qu'on suit. Lorsqu'ils ont fui, parce que des syndicalistes simplement étaient venus main nue pour manifester, ils ont fui. Ils n'étaient pas invités à la fête, mais ils se sont invités eux-mêmes. Oui, ils se sont invités. Mais est-ce que ça veut dire que les syndicalistes vont s'en prendre à eux? Que les syndicalistes vont s'en prendre à eux? Ils ont fui. Mais Chikwi Atadam, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait? Ils ont encerclé sa maison, le ministre Agadjadi a fait des interventions, mais il était réellement menacé. Il était réellement menacé. Maintenant, l'interprétation de ce degré de menace, ça dépend des autres. Mais je trouve totalement ridicule que des gens qui fuient devant des manifestants puissent dire que Atadam, qui a été totalement menacé, puisse rester chez lui. Donc pour nous, c'est très important que les conditions soient créées pour que Chikwi Atadam puisse revenir. Maintenant qu'il ne revienne pas, ça c'est autre chose. Mais est-ce que la coalition est disposée aujourd'hui à poursuivre les discussions avec le gouvernement? Bon. Oui, par rapport à ce chapelet de revendications, maintenant, si le gouvernement dit, s'il vous plaît, messieurs, venez. Est-ce qu'on a besoin de discuter pour que ce soit réalisé? Est-ce qu'on a besoin de discuter pour que pour qu'on crée des conditions pour que tous les Togolais se sentent en sécurité? Est-ce qu'on a besoin de discuter pour qu'on puisse libérer des gens qui sont arrêtés abusivement? Non, on n'en a pas besoin de discuter. Mais supposons, je ne crois pas. Vous voyez, c'est très difficile. Ça fait comme quel dialogue. On est à quel dialogue. On ne peut pas l'exclure a priori, dire que bon, on ne va plus jamais discuter avec eux. Mais il faut que l'esprit change. Les portes de la C14 sont toujours ouvertes. Ne sont pas totalement fermées. Ne sont pas totalement fermées. Mais il faut des conditions. Il faut des conditions de... Je ne sais pas, il faut des conditions de confiance mutuelle. Avant d'ouvrir l'antenne aux Togolais, entre-temps, des militaires togolais, disons, certains agents de sécurité qui... Excusez-moi, certains agents de sécurité qui étaient partis au Ghana pour arrêter un criminel, selon le gouvernement, mais ça n'a pas marché. Comment avez-vous apprécié cet état de choses? Non, c'est tragique. Hein, c'est tragique que des gens puissent, des agents de force de l'ordre du Togo, puissent traverser allègrement les frontières. Non, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte, ok. Oui, qu'ils traversaient la frontière. Mais c'est grave, ça montre qu'ils ne sont pas professionnels. Donc ils ne méritent pas d'être gendarmes. Parce qu'ils doivent connaître la frontière du pays. Ils doivent savoir que c'est un agent de force de l'ordre qui traverse une autre frontière dans une mission. C'est excessivement grave. C'est excessivement grave et nous regrettons que le gouvernement ghanéen ait accepté rapidement qu'il retourne ici. Cela ne doit pas se faire ici. Et vous avez vu, nous avons fait une communication, un communiqué condamnant cet acte. Donc, c'est pas, professionnellement, c'est pas bien, c'est respectueux du Ghana et totalement, on se sent totalement en insécurité. Dans la mesure où les gens sont ici, c'est qu'on vous maltraite, tout le monde sait, vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose que ce soit. Nous espérons que le Ghana va mieux réagir que ce qu'on a vu jusqu'à présent. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Le premier intervenant qui se manifeste, nous allons l'accueillir. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Jachon. Oui, monsieur Kokou. Oui, c'est monsieur Kokou. Voilà, votre question à notre invité. Je salue, professeur. Vous oubliez le nom, c'est monsieur Gogué. Oui, professeur Gogué. Je vous dis bonjour. Merci. Et bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Bon, pour la C14, je vous souhaite une bonne et heureuse également. Mais la question que je voudrais vous poser, concernant M. Chikwi Atadam, au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que vous pouvez nous dire que le gouvernement togolais a fait a lancé un mandat d'arrêt contre M. Chikwi Atadam, ce qui est écrit noir sur blanc? Et secondo, M. Chikwi Atadam est dans la C14, il est leader de la coalition. Vous tous, vous êtes sur le terrain. Est-ce que la vie de M. Chikwi Atadam vaut plus que la vie des Togolais qui meurent et que lui ne peut pas rester sur le terrain pour faire la lutte avec vous?
Merci beaucoup. Bien noté. Et nous allons prendre Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Maglo Sévérin. Ouais, est-ce que vous m'écoutez là? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur le président. Bonjour. Heureusement, vous m'avez devancé un peu pour la question, puisque vous disiez tout à l'heure que votre porte est ouverte pour toute négociation. Et j'allais justement vous demander, avec tout ce que nous avons vu, ces négociations avec la CEDEAO, etc., et la suite, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes encore prêt, soit bilatéralement, à négocier avec le pouvoir ou dans un groupe donné tel que la C14 ou C13? Est-ce que vous êtes encore prêt à le faire? Voilà ma question. Bien noté. Derrière Monsieur Maglo, c'est Monsieur Gado, bonjour. Merci. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Gado. Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Gado. Bon, oui. Bon, un jour, je vous avais demandé, le port est bradé à 35 ans. Vous avez dit, lorsque vous serez au pouvoir, vous allez revoir ça. Voilà. Le quoi? On n'a pas saisi, s'il vous plaît. Le port est bradé pendant 35 ans. Oui. Et vous m'avez répondu que une fois au pouvoir, vous allez faire l'audit. Voilà, ils ont tout fait pour vous bloquer. C'est pas grave. Bon, maintenant, s'il y a la marche et on vous envoie encore la CEDEAO, la corrompue CEDEAO, comment vous allez faire? Merci, bonne journée. D'accord, bien noté. Et derrière lui, c'est Pelé. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pelé. Ouais, professeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. D'abord, félicitations pour la lutte. Vous avez démontré que ce régime est un régime, le dernier régime du monde. La question que moi je voulais vous poser. Aujourd'hui, là, les élections qui viennent de passer, là, comment vous voyez l'accord RPT qui a été signé, l'accord Jésus-Christ, c'est pas le chef des filles de l'opposition que Jésus cherchait là, qui est revenu. Parce qu'en même temps, M. Jésus-Christ a déclaré que Paul Nyakoundo ne doit pas se présenter en 2020. Maintenant, ce qui se passe maintenant, est-ce que si Jésus devient le chef de cette opposition, est-ce que vous allez travailler avec lui pour déboulonner ce régime? Merci. Bien noté. Et le dernier intervenant maintenant, c'est Monsieur Kofi. Bonjour. 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 Oui, bonjour, Allô, Monsieur Kofi. professeur. Oui. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ok. Bon, moi j'ai une préoccupation. Ma préoccupation, c'est plutôt la stratégie de l'opposition que j'accuse. Et lorsque le coach béninois était venu ici, il suffit d'aimer celui que vous attaquez. Mais j'ai l'impression qu'on est hypocrite et on veut plutôt détruire, tuer l'adversaire. Et que dans nos cœurs, nous ne faisons pas ce que nous disons. Nous parlons comme si on s'aime. Alors que dans la stratégie même, on a envie de tuer celui qui est en face. Je pense qu'il faut changer de stratégie, aller comme si nous sommes des frères et négocier sincèrement. Merci. Bien noté. Et là, on nous dit Kanidek est en ligne aussi. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Kanidek. Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Kani. Oui, et professeur, je pense qu'avec la C14, vous avez fait beaucoup de confiance aux deux facilitateurs. Et aujourd'hui, nous sommes devant les faits accomplis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous décrire un peu le comportement de ces deux facilitateurs vis-à-vis de la crise et vis-à-vis de vous en tant que C14? Merci. Ah d'accord. Professeur, vous avez écouté le dernier intervenant. Si vous pouvez décrire un peu le comportement, c'est des chefs d'État. Non, c'est très difficile. En quelques minutes, on ne peut pas. Mais disons que, la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons été surpris par la manière dont le dialogue s'est passé. Disons qu'on n'a pas eu, je vous l'ai dit, on n'a pas eu l'occasion de nous asseoir ensemble avec nos compatriotes UNIR et avec la facilitation pour discuter. Nous n'avons pas eu ce que nous voulons. Nous avons pensé qu'ils nous accordaient de l'importance à certaines choses que nous disons, mais après les résultats que nous avons vus, nous avons trouvé que ce n'était pas ça du tout. Et dans le même temps, Monsieur Gado disait tout à l'heure, si on vous envoie la CEDEAO, puisque vous annoncez encore des manifestations, quelle sera votre attitude?
C'est compliqué. Bon, disons que les facilitateurs, en fait, ils devaient rendre compte à leur mandant, c'est-à-dire les chefs d'État, avant de prendre une décision. Peut-être que ça aussi, ça a joué du fait que parfois, on a l'impression, ou bien on avait l'impression d'avoir leur accord sur certaines choses. Peut-être après avoir vu les autres chefs d'État, et ça ne passait pas. Donc, ça, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Deuxième chose, est-ce qu'il fallait que ce soit les chefs d'État qui soient les facilitateurs? Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup d'expériences où c'est des experts ou bien des gens de haute personnalité qui ne sont pas nécessairement des chefs d'État, qui sont facilitateurs parce qu'ils ont plus de temps à faire cette mission, alors que dans le cas de nos deux facilitateurs, ça n'a pas tout. Donc, autrement dit, aujourd'hui, si on vous renvoie la CEDEAO, vous n'accepterez plus? Non, ce que je veux dire, maintenant, si on nous envoie la CEDEAO, c'est quand même... ça va être très très difficile. Mais on va apprécier, mais ce serait très difficile parce que nous avons eu 2 cas. Sinon, on se rappelle de Mme Mindaoudou, vous l'avez rejeté quand l'OIF vous l'avait... Voilà, parce que l'expérience de 2005 a été très traumatisante. Et maintenant, ça aussi, c'est encore très traumatisant. C'est l'expérience que nous venons de passer. Si on nous envoie la CEDEAO, est-ce que si on nous envoie les chefs d'État, est-ce qu'on va accepter? Dans quelles conditions on va accepter? Mais quel que soit le cas, on ne peut pas accepter dans les conditions actuelles. Ça, c'est tout passé. De 2000, ça, c'est totalement exclu. Ni de 2005, on ne peut pas accepter ça. Mais est-ce qu'on va accepter ça? C'est autre chose. Mais on va y réfléchir. Mais les portes, comme j'ai dit, pas que les portes sont ouvertes, mais disons que les portes ne sont pas totalement fermées. Elles ne sont pas totalement fermées. Bon, mais c'est comme si vous détruisez, vous cherchez à détruire et tuer l'adversaire en face. Non, c'est totalement faux ce qu'il dit. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il parle de stratégie. Oui, de stratégie. Nous n'avons jamais... À mon niveau, moi je vois très bien, il peut vous le dire, vous pouvez le voir, les responsables du NIR, moi je les vois. On ne va pas, on n'aborde pas dans le sens de... Il n'y a pas d'animosité entre vous en tant que Togolais, qu'on soit de UNI ou bien de la C14. Nous avons toujours pensé, pour la C14 et pour Adi en particulier, pour moi particulièrement, nous pensons que c'est dans le dialogue et dans l'approche que nous devons... Nous pensons à après-demain et à ce que, au mieux vivre ensemble. Si vous lisez toutes nos interventions, c'est axé sur ça. Ce qui s'est passé le 20 décembre, nous l'avons dit au chef. Moi, je l'ai dit au chef de l'État et à nos amis du NIR. Je leur ai dit que ce que vous allez faire, vous faites l'élection là, c'est très dangereux. Vous l'avez rencontré personnellement? Non, pas le chef d'État togolais. Ah, d'accord. Disons des gens. Non, je ne l'ai pas rencontré. Okay. Il n'a pas voulu me rencontrer, ou bien il ne veut pas me rencontrer. Bon, à nos amis, pas que j'ai cherché aussi à le voir aussi. Mais que c'est très clair, ce qu'ils ont fait pour le 20 décembre, c'est très dangereux. Parce que vous voyez, je donne l'exemple, c'est comme Goliath et David, ou bien, oui, eux, ils se sentaient très forts, ils ont l'armée, nous, petits. Nous leur disons que, écoutez, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Discutons, trouvons une solution. Compte tenu de leur force, ils disent non, il faut aller aux élections. Ils ont gagné. Mais supposons que demain nous gagnons. Ce serait contre eux. Vous voyez? C'est-à-dire, ils n'auront fait aucune concession. C'est-à-dire, le faible, par la grâce divine, gagne le fort. Vous pensez que le faible va laisser, il va pardonner facilement? Non, il ne va pas pardonner facilement. Nous avons attiré leur attention sur ça, que c'est très dangereux ce qu'ils faisaient. Parce que ça cristallise les positions de chacun. Vous martyrez les gens. Les gens vous disent non, calmons-nous, discutons, etc. pour trouver ça. Vous dites non. Et la personne vous gagne demain. Le pardon là serait facile. Même si les autorités disent pardon. Oui, mais est-ce que bilatéralement, vous êtes prêt à négocier avec l'opposition, disons, le parti Nous l'avons fait, au pouvoir, ou bien dans un groupe donné encore? Pourquoi dans un groupe donné? C'est-à-dire peut-être par exemple la C14 pourra encore discuter, échanger. Ah non, c'est difficile de discuter avec eux individuellement. Parce que discuter avec individuellement, c'est pour eux, c'est que tu sois d'accord avec eux. C'est ça le problème qu'ils ont, c'est ça qui crée le problème. Tchikwi à Dadam. Bon, pour Tchikwi à Dadam. Est-ce que sa vie est plus Non, je ne pense pas qu'ils aient un mandat d'arrêt. On ne peut pas se mettre sur le même pied. Tchikwi à Dadam a été sérieusement menacé. Il a été sérieusement menacé. Je pense que moi, je ne l'ai pas été. Donc, ça dépend de peut-être que les menaces, il y a d'autres, Jean-Pierre Fabre, ou bien, etc. Peut-être ils ont pas peut-être, ils ont eu par le passé des menaces aussi. Mais tout dépend de l'appréciation, de l'importance de la menace, de l'appréciation que vous faites de la menace, de la probabilité que les menaces soient mises en exécution. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre
pour décider. Tchikwi Adana, on peut dire que sa vie n'est pas aussi importante n'est pas plus importante que celle des autres, mais les autres n'ont pas eu autant de menaces. Est-ce que vous êtes encore C14 ou bien C13 ou bien C11? Pour le moment, pourquoi ce comptage? Pour le moment, nous sommes sur C14, nous n'avons pas exclu a priori quelqu'un du groupe. Personne n'est exclu pour le moment. Personne n'est exclu. Mais il y a des gens qui ne viennent plus aux réunions. Bon, qui ne viennent pas. Bon, nous ne l'avons pas inscrit et ils n'ont pas écrit pour dire qu'ils ne font plus partie. Voilà, du même si groupe. certains ont des comportements que nous trouvons que c'est malsain lorsqu'on est dans un groupe. Et alors, ma toute dernière préoccupation, si le pouvoir vous appelle aujourd'hui, messieurs, succédez à la manifestation de samedi, entrons en discussion pour que quelque chose de bien se produise. Bon, il faut que des conditions soient. Il ne peut pas dire rentrer en discussion, comme ils l'ont dit toujours. Il faut que des conditions, des choses soient précisées pour faire la marche. Donc pour nous, c'est très important cette marche. C'est très important, surtout que le Togolais a prouvé le 20 décembre que ce régime n'est pas dans leur corps du tout, qu'ils rejettent totalement ce régime. Donc pour montrer à la face du monde que nous rejetons ce régime et que ce qui s'est passé le 20 décembre est un fait divers et que ça n'a pas d'importance pour l'histoire du Togo. Les Togolais partout, je dis bien partout, doivent sortir pour manifester leur mécontentement sur ce qui se passe dans ce pays. Pacifiquement. Pacifiquement, comme toujours, nous marchons toujours les mains nues. Nous avons toujours dit, quelque chose comme ça. Nous avons toujours dit qu'il faut que les Togolais marchent la non-violence. Nous avons toujours promis ça. Parce que nous y croyons. Pas parce que nous sommes forcés, nous y croyons. Mais l'important, c'est que tous les Togolais doivent sortir individuellement et collectivement, doivent faire des appels à tous les Togolais pour que tout le monde sorte le 20 et le surtout sans provocation vis-à-vis des forces de l'ordre. Oui, bien sûr. Merci, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, d'être venu chez nous ce matin. C'est tout un plaisir pour moi et je vous attends le 12 janvier. Ah bon. À la marche. Nous, de toute façon, on viendra couvrir, tout comme on peut ne pas venir. Non, même si vous n'êtes pas à mission, vous devez venir participer. Ce n'est pas là ma mission, mais moi, je viendrai couvrir peut-être. Alors, merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous, madame, monsieur. C'est fini pour aujourd'hui. Mais sans Haïti derrière la baie vitrée, c'est lui qui a su mettre cette émission en onde et vous nous avez bien sûr écouté partout. Alors, Jacob Ahama et Nessina Kogo vont vous retrouver à 9h. 13h, nous sommes là tout comme à 18h. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.